baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Charles Chevalier. I am the greatest. Salut à tous, soyez les bienvenus, c'est le RMC Fighter Club numéro 386. Aujourd'hui, on va parler MMA pour évoquer l'UFC 324. La plus grosse organisation du monde fait sa rentrée des classes à la T-Mobile Arena de Las Vegas avec une carte qui ne fait pas l'unanimité, qui verra Gaethje et Pimblet s'affronter en combat principal avec pour enjeu la ceinture intérimaire des moins de 70 kilos. Et pour en parler, évidemment, le pilier du RMC Fighter Club à mes côtés, Baba. Salut Baba, j'espère que tout va bien. Bonne année déjà, on ne se l'est pas encore dit ici dans le contexte RMC Fighter Club. Je te souhaite une très belle année et très content de te retrouver. Merci Charles, bonne année à toi aussi, bonne année à vous tous parce qu'on s'est pas vu depuis, on a fait une pause comme l'UFC a fait une pause, on a pris notre temps et donc plein de bonnes choses à vous tous. Continuez à nous soutenir, à liker, partager nos contenus, vous abonner et on est très heureux de faire ça avec vous encore. Ouais, vraiment très content de vous retrouver, bonne année à toutes et à tous et ceux qui nous suivez, comme l'a dit Baba, continuez à nous donner de la force comme vous le pouvez, ça fait toujours plaisir. C'est vrai que quand l'UFC s'arrête, Baba, finalement c'est un peu la terre qui s'arrête de tourner pour moi, même s'il y a d'autres organisations qui ont pris un peu plus tôt, mais c'est vrai que l'UFC ça fait du bien de les revoir revenir là. Ouais, franchement c'est vrai, voilà, il y a d'autres organisations qui fonctionnent, on en a parlé, on a fait des contenus différents autour de ces organisations là, mais voilà, il y a la Champions League qui revient, on est tous contents que ça revienne. Allez, c'est parti pour le premier Fighter Club de 2026. Bon, enfin Baba, on l'a dit, l'UFC est de retour, l'attente aura été longue, le dernier event c'était le 13 décembre, la Fight Night Royval contre KP et le prochain c'est donc l'UFC 324, c'est le samedi 24 janvier, ça fait une quarantaine de jours que de pause pour l'UFC, j'ai comparé avec les dernières années un petit peu, mais généralement l'orgue s'arrête un peu moins d'un mois, là c'était du coup une période un petit peu plus longue, on a hâte que ça reparte et on a hâte de voir aussi s'il y aura des nouveautés, notamment avec le changement de diffuseur, je sais pas si tu as déjà entendu passer des trucs, est-ce qu'on sait qu'il y a telle ou telle chose qui vont changer, j'ai vu que les commentateurs, les équipes médiatiques restaient à peu près les mêmes pour du côté américain. Ouais, c'est à peu près pareil, ils ont quand même choisi d'ajouter Kate Abdo. Tu sais, la journaliste qui fait notamment la Champions League avec Thierry Henry et qui fait aussi la boxe. Donc, grosse addition parce que c'est une journaliste de qualité, vraiment, en plus, qui fait du très bon travail sur tous les sports. On sent qu'ils veulent eux, en tout cas, apparemment, de leur côté, mettre le paquet parce que de l'autre côté, c'est pas, c'est pas fou cette première carte, on va dire. De l'UFC, c'est ça. Ouais, donc, déjà, par rapport à la carte générale, t'es un petit peu déçu de ce que ça donne pour l'UFC 324. On va l'évoquer après, surtout qu'il y a eu des changements, mais dans l'ensemble, on aurait préféré mieux. Bah, en tout cas, moi, je prends cette UFC numéroté comme il est. Maintenant, si j'étais du côté de CBS et de Paramount et que j'avais mis 7 milliards, bon, on y revient dans quelques instants, mais je sais pas si je serais hyper content là. Alors pour compenser l'attente, l'UFC commence quand même 2026 avec 2 numérotés d'affilée, 324 le 24 janvier et le 325 une semaine après le 1er février. J'ai aussi fait mes petites recherches, Baba, mais ça arrive très rarement. La dernière fois qu'on a eu 2 numérotés d'affilée sur 2 événements qui se suivaient, c'était en 2021 avec les UFC 267 et 268 qui s'étaient enchaînés. Avant ça, il fallait remonter à 2015. Il y avait le 185 qui avait succédé au 184. Et enfin, s'il faut revenir aux origines de l'organisation, c'est les 51 premiers événements de l'UFC qui avaient été des numérotés. Et à partir du 52e événement organisé, c'était un teuf, je crois, qui avait été fait. Et puis derrière, ils ont introduit des nouveaux types de soirées. Il y a du coup un côté un peu old school là, de trouver ces 2 numérotés d'affilée sur ce début d'année. Bon, voilà, les cartes, on en redira un mot, mais en tout cas, ça va quand même être 2 gros événements qu'on va être content de suivre. Ouais, ça pour le coup, il y a pas de souci. L'UFC frappe fort en mettant 2 numérotés d'affilée avec des noms importants. Maintenant, c'est vrai que ça renvoie à une époque un petit peu plus ancienne, que j'aime bien d'ailleurs, que moi j'aimais bien, parce que c'est vrai que on a beaucoup d'événements. On se demandait avec Paramount s'il y en aurait moins. A priori, non. On n'a pas prévu de réduire la voilure du côté de l'UFC. Ouais, on va rester à peu près pareil. Et évidemment, pour la France, en tout cas pour cette année 2026, c'est sur RMC Sport que l'UFC sera diffusé. À l'heure à laquelle on se parle, on a déjà une vision sur certains events qui arrivent sur le début d'année, avec le 326 début mars pour le Holloway Oliveira 2, le 327 mi-avril, on n'a pas encore de main event. Et puis on aura aussi la Maison Blanche qui arrivera le 14 juin pour l'anniversaire de Donald Trump. Je pense qu'on aura pas mal d'épisodes du Fighter Club autour de cette UFC. Il y a eu des annonces, il a fait pas mal d'annonces, Dana White encore hier, mais bon, on va prendre le temps, nous. On va attendre
que tout ça se passe et puis on fera un épisode là-dessus. Ouais, effectivement, parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de rumeurs qui tournent. Ouais, voilà, ça le part, fameux Gan Pereira qui a tourné pendant les fêtes, là, mais qui finalement peut-être reprend un petit peu de distance. Voilà, il y a plein de trucs qui se passent, mais on ne sait pas trop. Il y a des belles Fight Night aussi avec Strickland contre Fluffy. Il y a Adesanya Pfeiffer qui a été annoncé aussi. Sur les Fight Night, sur l'ensemble des cartes, du coup, tu trouves que les affiches commencent à être à la hauteur? Est-ce que c'est un début d'année qui te fait quand même kiffer dans l'ensemble? Ouais, bien sûr. Honnêtement, sur les événements qui arrivent, on a les combats qui doivent être faits. C'est pour ça que c'est bien. Bon, voilà, hein, sur la catégorie middleweight, ça va bouger. Et nous, on attend juste un seul mouvement. Hein. Le reste nous intéresse, certes. Mais on attend de savoir quand est-ce que Nassourdinov va pouvoir défier Khamzat Chimaev. On a Nora Cornell qui revient donc, sur la carte de Houston, sur la carte de Strickland. Ouais. Donc, on a les Français qui commencent à avoir leur combat. Ouais. On a les combats importants sur toute l'organisation qui commencent à être montés. Donc, ouais, franchement, je suis content des annonces. Bah, du coup, chez les Français, je crois qu'il n'y a que 3 combats qui sont annoncés. Donc, BSD qui combattra au 325. Tu l'as dit, Cornell contre Edwards qui vont faire leur revanche fin février. Puis il y a Oumar Sy aussi qui a été annoncé hier, je crois, contre Côté là-bas. Donc il y a 3 Français qui sont pour l'instant programmés. Normalement, et c'est la logique, et c'est aussi sur cette logique-là qu'on avait terminé 2025, on devrait avoir au moins 2 title shots français. En 2026, c'est-à-dire que Nassourdine, il pourra plus y couper. Normalement, ça y est, c'est pour lui, il va l'avoir. C'est clair. Pour et Cyril Gane, la revanche serait totalement logique aussi contre Thomas Spinal. Donc 2 title shots français, c'est disons la norme par rapport à ce qu'ils ont fait en 2024, en 2025. Et puis derrière, on ne sait pas ce qui peut se passer pour Benoît Saint-Denis si ça va très vite puisqu'il combat très tôt dans l'année. On ne sait pas ce qui peut se passer pour Manon Fiorot, donc ça peut aussi être mieux. Voilà, en fait, les deux, moi je pense que les deux, que ce soit BSD ou Manon Fiorot, sont relativement, pour Manon, à un combat d'un title shot et BSD potentiellement 1 ou 2. Puisqu'il est très haut maintenant dans le classement. Donc quand on est dans ces positions-là, on peut combattre pour le titre n'importe quand. Donc on peut, avec beaucoup d'optimisme, penser qu'on aurait 4 chances pour le titre en 2026. Bon, c'est bien. Tu termines sur BSD, et justement parce que c'est la catégorie du combat principal de l'UFC 324 dont on va parler maintenant. Ça arrive ce week-end. Ce sera donc sur MC Sport comme tous les UFC de l'année. Et petit plus pour ceux qui suivent les événements en direct en 2026. En tout cas, ils partent sur des horaires qui ont un petit peu changé. Même pour nous, ça va être bien. Quand on bosse sur ces soirées-là, parce que notez-le bien, parce que vous êtes habitués à ce que les débuts de cartes préliminaires commencent à 2h. Maintenant, ça va à partir d'1h du matin, et donc la carte principale commencera à 3h heure française. Donc, toi, par exemple, on bosse ensemble, souvent sur les gros numérotés, on est en plateau, tout ça. Bon, c'est cool. Tu veux, plutôt que de rentrer à 8h30 à la maison, te mettre au lit à 8h30, il sera peut-être 7h30, 8h. Ouais, voilà. Franchement, c'est 1 heure qui fait la différence, tu vois. Des fois, tu rentres, il fait plein soleil à 8h. Donc bon, là c'est un peu mieux pour nous, c'est un peu mieux pour vous aussi, ça vous permet de continuer votre soirée avec une certaine fluidité en fin de compte. Vous regardez votre film de 20h à 22h30, 23h et puis vous enchaînez sur le chauffe. Exactement. C'est nickel. D'ailleurs, c'est quoi ta routine toi, quand tu termines à 7h du mat, c'est quoi, tu rentres chez toi et les enfants, tu dors, enfin qu'est-ce que c'est... Je dors, j'essaie de dormir. Non, je vais me coucher le plus longtemps possible parce que je sais que les enfants vont se lever dans quelques heures pour se lever. D'ailleurs, je leur passe un grand bonjour, je leur fais un bisou puisqu'ils ont 11 ans aujourd'hui, les joueurs. Aujourd'hui ? Ouais. Bon anniversaire à tous les deux. Et puis ouais, j'essaie. Mais après, moi, je sais pas dormir longtemps. Une fois que j'ai fait ma nuit blanche, c'est trop tard. Donc, en règle générale, je dors 3 heures. Je sais pas pour toi, mais. Non, moi, je rentre, je dors direct. Mais pareil, si je me couche à 7h30, 8h, je peux pas dormir au-delà de midi. Quoi, voilà, pareil. Je vais gratter 4 heures. Et puis, je me souviens que c'est Herbie, on l'embrasse, quand il bossait ici. Quand il sortait des nuits UFC, il allait faire le marché. Il allait acheter. Il avait tous les gars qui regardaient l'UFC dans la nuit, qui disaient ah, j'ai vu, machin. Et donc, du coup, il allait faire le marché, il achetait à bouffer. Il allait dormir un peu et après il se réveillait puis il cuisinait. Voilà. C'est une machine. Sa routine. C'est une machine, ce mec. Chacun sa routine. Bon, l'ensemble de la carte, Baba, avec d'abord donc Gaethje contre Pimblet en main event. Ensuite, on a Sean O'Malley contre Song Yadong, Waldo Cortés Acosta, Derek Lewis, Arnold Allen, Jean Silva. On retrouvera aussi Rosna Mayunas ou Marno Magomedov qui sont sur la carte. Ateba Gauthier, un des prospects de l'année 2025 qui avait été élu ici par le Fighter Club. Moi, je trouve que l'annulation du combat entre Kayla Harrison et Amanda Nunes fait très très mal à cette carte. C'était la ceinture incontestée qui allait se jouer ici. Finalement, c'est annulé. On le rappelle, Kayla Harrison blessée au cou, qui a dû subir une opération. Du coup, c'est Song Yadong contre Sean O'Malley qui passe en co-main event. Le plus gros enjeu de cette carte, du coup, passe à une ceinture intérimaire, celle de Pimblet contre Gaethje. Pour toi aussi, ça fait très mal. C'est ce qui est dommage. Tu vois, pour une carte comme ça.
pour le lancement d'une nouvelle ère, encore une fois. Commencer par une ceinture intérimaire, c'est très dommage. Ouais. Donc bon, après, le reste de la carte, il est quand même bien. Il y a des combats importants, il y a des combats intéressants. En fait, tu vas avoir deux lectures. C'est-à-dire que les Américains, ils vont être contents parce que sur chaque combat de la main card, tu vas avoir un Américain qui est une star, ou en tout cas qui est connu et établi. Donc les Américains, je pense qu'ils seront contents là-dessus, il n'y a pas de souci. Ouais. Maintenant, c'est vrai que voilà, on n'est pas sur de l'UFC 300, on n'est pas sur une carte qui est annoncée comme celle de la Maison Blanche. La carte, elle est homogène, elle est plutôt cool, mais elle perd un combat très important qui faisait que cette carte, elle passait dans d'autres sphères, tu vois. Ouais, c'est ça. Et quand t'as le combat le plus important de l'histoire du MMA féminin, ouais, t'es sur autre chose. C'est ça, donc toi tu le qualifiais comme ça, le clairement. Harrison Nunez. Moi je le qualifiais comme ça aussi. Ouais, clairement. On le dit, on en parlait avec Taylor et Antoine dans la carte, mais on ne peut le dire qu'après, si ça a été le plus gros combat de l'histoire de l'histoire du MMA féminin. Parce que tu vois, par exemple, Shevchenko contre Zhang, on commençait à dire que peut-être il avait une carrure à pouvoir l'être. Finalement, le combat n'a pas été à la hauteur au niveau. Zhang n'a pas été à la hauteur, donc il y a eu un combat à sens unique. Et finalement, pour moi, on le dit aussi qu'après, tu vois, mais sur le papier, ça l'est pour moi. En fait, pour moi, c'est là où je suis pas d'accord. C'est-à-dire que le combat, il va être ce qu'il va être, tu vois. Tu peux que espérer. En fin de compte, tu vas monter un combat, tu vas espérer que ça délivre derrière, ça délivre pas. Pour moi, tu peux pas lui retirer le fait que c'est l'un des plus grands combats de tous les temps. Sur le papier, sur la préparation. Maintenant, est-ce que c'est un bon combat? Ouais. Non, on n'est pas fou, tu vois. Ouais. Mais je vais te donner un exemple en anglaise. Manny Pacquiao contre Floyd Mayweather. Le combat, pour l'immense majorité des gens, il était nul. Ouais. Mais ça restera comme Je peux pas retirer le fait que c'était le combat le plus important du 21e siècle. Ouais, je vois. Sur le côté attente des fans, sur le côté aspect médiatique, c'est une chose. Et voilà, après en gros, tu veux dire que c'est deux sujets assez différents. C'est deux trucs différents. Parce que le plus grand combat de l'histoire du MMA féminin sera peut-être un combat qui est en sous-carte d'un UFC. Ouais, ça se trouve, voilà. Donc tu en vois, fait, l'attente. T'as des combats géniaux masculins, t'as des combats incroyables masculins, mais qui avaient bien aucune incidence. C'était 3 rounds, et puis voilà. Après, voilà, j'aurais aimé le voir. J'aurais aimé voir s'il allait délivrer dans la cage. Bien sûr, oui. Et je pense que de toute façon, ils vont le reprogrammer parce que ce combat-là, il faut le faire. Ils vont le faire. Il y avait 2 ans et demi d'attente que Nunez revienne. Finalement, ça a été reporté. En tout cas, ça a été annulé pour l'instant et ce sera reporté à une autre date. Mais on attend que ça se fasse. Et tu sais que je m'étais fait une réflexion aussi quand on avait fait les awards de fin d'année. Ouais. En fait, je me dis, c'est là où quand même il y a une sorte de logique dans le truc, c'est que la plupart des awards qu'on avait donnés venaient récompenser soit des grands combattants, soit des combats qui étaient placés sur des main cards. Oui. Tu vois, c'est que en fait, c'est là où il y a une logique aussi dans la construction des cartes que fait l'UFC, c'est que finalement, les combats récompensés, les performances qu'on a saluées viennent plutôt assez haut sur les cartes par rapport à des combattants qu'on attendait aussi. C'est ça. Donc c'est là où le level, à un moment, il y a une logique dans ce qui se passe. Il y a une logique, tu vois, t'es obligé. Tu voudrais faire le hipster, Charles, et te dire, en vrai, le meilleur combat, c'est je sais pas qui contre je sais pas qui sur une carte obscure, parce que le combat il était génial, mais c'est les mecs, quand tu vas sur les Wikipédia de l'UFC, c'est les mecs où les noms tu peux pas cliquer dessus tu pour peux aller, pas cliquer, tu sais que le combat il est génial, tu sais qu'il va marquer les esprits, enfin voilà. Tu vois, il y avait Nazim Sadikov avant de perdre contre Fares, il avait fait un des fights de l'année, je sais plus c'était qui son adversaire, je suis désolé, mais voilà, tu sais que ça va pas être le combat de l'année parce que tu vas avoir des noms importants qui vont s'affronter sur une main card importante. C'est comme pour le foot, quoi, tu vas donner, même si je suis pas d'accord avec certains ballons d'or, attention. Mais voilà, t'as certains ballons d'or, tu vas les donner parce que le mec il est dans telle équipe et dans telle sélection et qu'il a fait un truc de fou, tu vois. Tu voulais pas que Dembélé ait le ballon d'or, c'est ça? Moi je suis très heureux. Moi on peut fermer le ballon d'or. Depuis qu'Ousmane Dembélé l'a eu, ça ne m'intéresse même pas qui l'aura derrière. Du coup, on peut fermer la Champions League vu on peut tout fermer. Il a eu le ballon d'or. Moi je suis fan du Red Star, pas du PSG, je le précise. Ah ouais, bon, on fermera la Champions dans quelques années. Voilà, alors. quand on aura on va attendre. dans 75 ans. Mais ouais, tu vois, c'est évidemment que tu vas devoir regarder certaines choses où il y a plus d'exposition. C'est comme ça. Ouais, tu regardes et puis voilà, bon, ça délivre aussi. Les gars qui sont à ce niveau-là, ils sont pas là pour rien. Exactement. Et ça se confirme de cette manière-là. Main event, donc Justin Gaethje affronte Paddy Pimblett. Ils vont se disputer à la ceinture intérimaire chez les poids légers. On va déjà analyser le contexte de la KT qui a poussé l'UFC à faire ce combat. Il y a beaucoup à dire. Gaethje, il est 4e, Pimblett 5e au classement. Devant, il y a Holloway qui est 3e contender, Oliveira qui est 2e et Tsarukyan qui est le premier contender, le champion étant Ilia Topuria depuis sa victoire contre Do Bronx. Mais Topuria a des soucis d'ordre privé et n'a pas la tête au combat. Alors, pour qu'il y ait du mouvement, ils ont dégainé cette ceinture intérimaire. Oui. Pour toi, est-ce qu'ils ont bien fait de la dégainer, de la sortir, de faire ce combat intérimaire, en tout cas
au-delà de l'affiche qu'ils ont programmée, est-ce que c'était une bonne chose de mettre une ceinture intérimaire? C'est pour éviter une sorte de situation John Jones bis, comme il y a eu ces dernières années chez Oui. les lourds, et de bloquer cette KT. Ah mais bien sûr, bien sûr. Là, c'est un moment, c'est une des occasions où la ceinture intérim s'imposait. Versus des fois où ils ont fait ça pour rien. Des fois, ils ont fait des ceintures intérim parce que Dana a été énervé contre le champion. Et puis, à l'inverse, et tu cites l'exemple de John Jones, on a choisi de ne pas faire de ceinture intérim pendant 1700 jours ou de faire défendre la ceinture intérimaire à Thomas Spinal, ce qui était ridicule. Là, faut le faire parce qu'on sait que Ilia Topuria va revenir. Simplement, on ne sait pas quand. Et c'est un champion, je trouve, qui mérite qu'on lui laisse quand même le temps de faire ce qu'il a à faire, et tout en restant le champion. En tout cas, pendant un certain temps. Paddy Pimblett a dit quelque chose d'intéressant et d'important, et je suis d'accord avec lui pour le coup. Il a dit, s'il ne revient pas d'ici juin, là, le champion intérimaire, il faudra l'élever au rang de champion normal. Et ça, je suis d'accord. Tu lui laisses 1 an. Je pense que c'est honnête et juste de laisser 1 an à Topuria pour essayer de régler ça. Ouais, ça pourrait presque être une sorte de règle un peu Ouais. licite, qui traîne, tu sais que ça existe, et c'est vrai que ce serait logique. Parce C'est que bien. ce qui s'est passé avec John Jones, mais bon, peut-être que voilà, il y aura peut-être un avant-après, il y aura peut-être plus d'autres J'espère. situations comme Bah, ça, il y j'espère aura bien. peut-être plus d'autres champions comme ça qui vont avoir le pouvoir de bloquer une catégorie. Bah, c'est ce que l'UFC essaye de faire depuis des années maintenant, essayer de faire en sorte que les combattants ne soient plus gros ou plus importants que l'organisation. C'est eux qui le disent, hein, c'est pas moi. Hein. Moi, je considérais toujours que c'est les combattants qui font l'organisation et pas l'inverse. Maintenant, il faut que les règles soient les mêmes pour tout le monde. Après, pour John Jones, ce qui bloquait aussi, c'était l'adversité derrière. C'est-à-dire que ça manquait un petit peu d'adversité. Cyril Gane, c'était celui qui s'imposait un peu pour tout le monde. Après, il y a Tom Aspinall qui est venu, donc on attendait le Aspinall, mais John Jones, voilà, il voulait juste pas Aspinall. Ouais, ils voulaient pas. Ça s'était dit, Ouais. mais du coup, l'adversité, ça pullulait pas derrière. Il y avait une solution possible, c'était Aspinall, il n'y en avait pas deux. Il n'y avait pas grand monde. Le problème, c'est comme tout problème, et c'est ce que tu as dit. Il y avait une solution. S'il y en avait zéro, j'ai rien à te dire, Charles. S'il n'y a Ouais. pas de solution, ok, Elle laissez le existait, champion. ouais. Il y avait une solution qui était là, qui était disponible. Les deux ne sont pas blessés, et surtout, ce n'est pas de la boxe anglaise. Le défaut de la boxe, c'est que tu as 1000 raisons de ne pas faire un combat. Tu peux t'éviter. Là, tu peux pas. Vous êtes sous contrat dans la même organisation, et là, tu nous expliques que non, tu veux pas le faire. Et qu'on t'a proposé 30 millions, tu veux pas le faire. Bah là, c'était pas possible. Là, en l'occurrence, pour Topuria, il a fait les choses très bien, je trouve. Il a fait les choses bien. Il a dit, voilà, je ne peux pas. Je suis pas en capacité de défendre ma ceinture. Ouais, et Je puis- laisse et puis l'UFC faire ce qu'ils veulent faire. Sur sa com, il a été transparent, il a Tu vois. publié des messages qui expliquaient Ouais. noir Il a- sur blanc ce qui se passait. Exactement. Et il n'a Donc, pas réclamé de rester champion. Il a dit, moi, je fais ce que l'UFC dit. Si l'UFC décide de me retirer la ceinture, aucun problème, j'accepterai. Et je me mettrai dans la file d'attente le jour où je serai disponible pour combattre. L'UFC, je pense, a voulu respecter ça en disant, ok, on va respecter ton temps, on va faire une ceinture intérim. Et quand tu seras disponible pour la défendre, on fera la réunification. Mon problème, c'est que c'est pas les deux bonnes personnes qui disputent la ceinture intérim. Alors justement, je vais vous donner le top 5 de cette catégorie des moins de 70 kilos. Ouais. Alors Holloway Oliveira, ils s'affrontent à l'UFC 327, Ouais. 326. Ouais. 326, ils n'ont... en fait, le problème, c'est qu'ils ont un win streak que d'un fight chacun. Ouais, c'est vrai. Donc il y a quand même cette réalité qu'il faut prendre en compte. Évidemment, on a Tsaroukian qui reste lui sur pas mal de victoires, puisque sa dernière défaite c'était Gamrot, je crois, il y a quelques temps déjà, il y a Ça fait peut-être très longtemps. 3 ans, Enfin, 4 ans, voilà. Lui- Mais du coup, ces 3 dernières victoires, c'est des grosses victoires. Il y a Dariush, il y a Oliveira, il y a Hooker. Et clairement, c'est lui qui méritait ce title shot par rapport à ce qu'il a fait. Mais il est encore puni par Tonton puni, Dana. On encore, rappelle qu'il avait planté un main event 2 jours avant. Ouais, comme plein d'autres gens, ça Face arrive. parce que on vient de contre le voir. Makhachev, il n'avait pas pu s'aligner. C'est Moïcano qui l'avait remplacé. Il est puni, c'est lui qui méritait cette place. Ouais, non, mais on continue. Dana White continue à nous répéter qu'il avait eu sa chance et qu'il peut pas ne pas compter sur quelqu'un quand il a sa chance pour le titre. Mais si on s'amusait à faire la liste des gars qui ont planté un combat pour le titre ou un énorme main event, mais on va jamais s'en sortir. Je suis pas spécialement, c'est pas que je suis fan inconditionnel de Tsaroukian, j'aime bien le combattant comme tout le monde, je pense. Ce qu'il fait dans la cage, c'est exceptionnel. Je veux le voir se confronter à un autre combattant de très haut niveau pour la ceinture. Là, faut arrêter. Tu vas me chercher Pimblett et Guedji. Encore une fois, pareil, j'ai rien contre ces deux gars-là. Mais par exemple, je pense que même s'ils sont sur une seule win streak, comme tu me dis, Holloway et Oliveira, c'est deux combattants qui ont perdu contre deux champions. Ils ont perdu contre le même champion d'ailleurs. Ilia Topuria qui est venu, qui est monté et qui a remporté cette ceinture. Sauf qu'ils ont bien rebondi tous les deux. À partir du moment où tu rebondis bien et de très bonne manière, ça veut dire que tu protèges ton classement quelque part. Et c'est pour ça que tous les deux sont classés aussi haut d'ailleurs. À ce moment-là, vu que tu fais le combat pour la BMF,
dont perso moi, je répète et je répète encore, je m'en fous de la BMF. Mm. Pour moi, c'est toujours une ceinture gimmick. C'est Ouais. pas une vraie ceinture. Faut arrêter de faire comme si c'était un vrai championnat. Ouais. Et là, Tu mets les deux pour la ceinture intérim. C'est Ouais, ça ouais. qu'il aurait dit qu'il aurait fallu faire. Donc, Si tu veux pas faire boxer, si tu veux faire combattre Tsarukyan, encore une fois. ouais. Là, je pars du principe que de toute façon, Tsarukyan, tu voulais pas le faire combattre pour la ceinture. Parce que normalement, il y a zéro monde Ouais, non, où il c'est combat lui, pas pour la c'est- ceinture c'est intérim. lui, c'est Ça lui tous les jours. n'existe pas. Et c'est vrai qu'en plus, à l'époque de Makhachev, c'était une blessure, hein, il s'était blessé. C'est blessé. C'était pas parce que moi-même, tu vois, moi, je suis plus choqué par des mecs qui vont rater les pesées de 2 kilos Ouais. et qui n'arrivent pas. Là, c'est un manque de professionnalisme. Se blesser, ça peut arriver à tout le Ou monde. ton John C'est Jones arri- qui a popé Bah, pour du dopage juste avant son combat contre Qui- Poirier, qui t'a planté l'UFC 200. Kyle Harrison. Kyle Harrison, qui Kyle se blesse, Harrison, on lui dit quoi et puis pareil, alors on n'a pas parlé, mais elle se fait opérer. Ouais. Enfin, même la com, elle est un peu bizarre. floue parce que du coup, elle annonce déjà qu'elle est out, sachant qu'elle s'est déjà fait opérer. Ouais. Enfin, c'est quoi la temporalité du truc, etc. C'est- Tu vois, mais en l'occurrence, elle a dit merci à l'UFC qui m'a accompagné dans cette épreuve. Ouais, nanana. mais c'est peut-être pour ça que Donc, Dana White il boudait quand il a fait ses annonces, parce qu'il n'était pas hyper enthousiaste quand il a fait ses dernières annonces. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'il boudait, parce qu'il savait déjà tout ça, lui. Ouais. Bon, en même temps, les annonces n'ont pas été folles. Ils ont annoncé Adesanya Pfeiffer, Ouais. et je crois que c'était surtout pour annoncer que l'Apex était renommé Meta Apex. Meta Apex, ouais. Je pense que c'était surtout sponsorisé par Meta pour que. Bah, pour ça. il était pas très enthousiaste ou il était au réveil, hein, je sais pas, mais. Ouais, c'était pas l'annonce du siècle celle-là. Bon, alors on l'a compris, cette situation dans la KT, normalement aurait dû profiter à Tsarukyan, Bah c'est oui. clair et net. Le champion n'est pas là, Tsarukyan Il en profite. aurait dû combattre. Bah Mais ouais, du coup, si c'est Tsarukyan qui avait combattu pour une ceinture intérimaire, tu l'aurais mis face à qui? Bah, Max ou Charles. Max ou Charles? Ouais. Et comment t'aurais départagé Max ou Charles? Ah, ça, je sais pas, c'est l'UFC qui doit décider. Ouais. Maintenant, si tu me T'aurais une demandes à moi, préférence? j'aurais préféré Holloway. Tu vois, ils ont déjà fait le combat avec Oliveira, et Oliveira vient de perdre. C'est lui qui a perdu plus récemment pour la ceinture des lightweight. Holloway monte, élimine Geji, qui est un des combattants les plus importants de la KT, qui était bien classé, donc j'estime qu'il prenait sa place et qu'il aurait dû combattre pour ça. Oui, il y a des promesses qui ont été faites à Geji, je sais pas quoi. Bon, écoutez, hein, vous êtes, c'est la plupart des observateurs qui expliquent toute la journée que c'est un business. Justement, donc Holloway il a fait sa part à la fois du business puisque c'est le champion BMF et puis c'est un des combattants les plus populaires et qui rapporte le plus à l'organisation, et en plus il a fait le taf sportivement, donc Tsarukyan Holloway, moi ça m'allait très bien. Paddy, il est passé 9e après la victoire sur Chandler, et depuis avril, il est passé 5e sans combattre. Ouais. Donc en gros, c'est en étant devant des gars comme Dariush, Fiziev, Hooker, Gamrot. Au final, on voit ça comme un privilège parce que il pourrait prétendre à ce Dana White privilège parce que c'est un gars qui vend, etc. Paddy Pimblett. Mais en fait, en regardant ce qu'ont fait les gars que je viens de citer, c'est aussi logique qu'il leur soit passé devant. Parce que Paddy, il a jamais perdu à l'UFC. Il reste quand même sur des victoires contre des noms. Ouais. On peut dire ce qu'on veut de Ferguson, de King Green, etc. Malgré tout, qui passe devant Dariush, par exemple, qui soit devant Hooker ou Gamrot, qui eux ont fait des moins bonnes performances récemment. Ça s'entend aussi, tu vois. Est-ce que du fait qu'il soit passé 9-5 en 6 mois sans combattre une seule fois, tu le vois comme un Dana White privilège ou alors tu le vois comme une logique sportive par rapport aux résultats des autres? Je vais pas trop disputer la logique sportive parce que c'est un bon combattant, Pimblett. C'est juste que maintenant il faut lui donner l'opportunité de combattre au plus haut niveau, et c'est ce qu'on lui donne avec Justin Gaethje. Donc c'est bien parce que justement il va pouvoir montrer qu'il est de cette trempe. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Mon problème, encore une fois, c'est la cohérence quand tu fais ça. Je vais donner un exemple là, tout récent. Moïcano, tu m'as dit qu'il est classé. Moïcano, je sais plus combien il est il est exactement. derrière, en tout cas, il doit être 12, il doit être top entre 10 et 15. Je sais plus combien. il est top 10, il est derrière BSD en tout cas, normalement. Oui, c'est sûr. Voilà, il est juste derrière BSD. Je crois qu'il est 10. Il est 9 ou il est 10. Il est 10. Mon problème, c'est que là, on vient de lui donner un adversaire qui vient des featherweight, qui a une seule victoire en 4 ans, qui s'appelle Brian Ortega. Ça veut dire que là, Brian Ortega, il bat Moïcano demain, il est top 10. Ouais, c'est ça. Oui, c'est là où ça va pas. C'est que, en fait, les opportunités, vous les donnez. Il est effectivement 10e, Renato Moïcano. Donc s'il bat Moïcano, tu peux pas le mettre en dessous de top 10. Donc Brian Ortega, il est en position là d'intégrer le top 10 en affrontant un mec qu'il a déjà battu, soit dit en passant, dans la catégorie inférieure. Ouais. Bah, derrière, tu vas chambouler le classement d'une manière qui est absolument pas logique. Donc c'est tous ces mouvements-là, en fait. Après, ça implique d'autres trucs. C'est dur à dire, parce que là, si je regarde la suite de la catégorie, ça nous intéresse directement, parce que le 15e, c'est Fares Ziam. Ouais. Donc ça veut dire que si tu intègres un mec qui bat le top 10, c'est-à-dire que tu pousses quelqu'un dehors.
Et tu pousses Fares. Parce que Renato, il est 10, tu vas pas le sortir direct. Quel moment donc ça veut Ortega, dire que. tu vois. Ouais, mais du coup, est-ce qu'ils pousseront un gars qui vienne de faire rentrer et qui mérite. Enfin, c'est. Mais oui, de toute façon, s'il bat le top 10, t'es obligé de le faire Voilà. de l'intégrer Donc dans il y le a top 15. quelqu'un qui sort. Tu vas pas le laisser en dehors. Dans l'état actuel des choses, le numéro 15, c'est Fares Diam. Il y a personne qui a une série de victoires aussi longue que Fares Diam, en dehors de justement Paddy Pimblett dans cette KT. Donc non, ou peut-être Arman Saroukan, faudra que je vérifie. Mais Saroukan, je crois que justement contre je l'ai dit tout à l'heure, mais sa dernière défaite, je crois qu'elle remonte à pas assez longtemps, donc il est pas, je crois qu'il voilà, tu vois, contre Gamrot. Contre Gamrot. Donc mon problème, c'est qu'ils font un peu n'importe quoi avec ce classement-là. Et en fait, ils font faire des bons au classement à certains que tu peux expliquer sportivement parlant, parce que oui, ce que tu dis, t'as pas totalement tort. Les mecs, ils ont des résultats qui peuvent les faire descendre. J'entends bien. Sauf que c'est pas la raison pour laquelle ils lui font faire ces bons-là au classement, et c'est là où ça me gêne, parce que cette politique-là, elle est appliquée à plein d'autres combattants qui vendent, on l'a bien vu, hein, ils ont envoyé au Golden Globes, ils ont envoyé Brian Ortega et Mackenzie Dern. Ouais. C'est pas pour rien, Ouais. tu vois. On n'a pas envoyé Derrick Lewis, tu vois ce que je veux dire. On sait pourquoi on les envoie, et il n'y a pas de souci là-dessus, aucun problème. Beautiful people, ce que vous voulez. Mais c'est là où ça va pas. C'est un moment business à coller à un sport, comme le dit très bien notre pote Herbie, y a pas de souci. Mais ça reste un sport, faut pas déconner non plus. Ouais. Et Paddy, c'est un excellent combattant, sportivement parlant. J'ai pas de doute qu'il aurait mérité sa place dans le top 10 à un moment ou à un autre. Mais j'aimerais bien que ça se fasse un peu mieux que ça. Et surtout quand tu peux faire, à mon sens, encore une fois, un meilleur combat, ou un combat plus méritant, entre guillemets, pour la ceinture intérimaire. Gaethje, lui, il est encore 4ème, c'est logique ça, on va dire, vu la qualité de ses combats et de ses résultats récents. Sur ses 4 derniers fights, 2 victoires contre Fiziev, 1 contre Poirier, et puis une défaite contre Holloway qui est passé aussi par là. Qu'il soit 4ème, là pour le coup, pas de scandale. Non, lui, c'est ça passe. de par ce qu'il fait dans la cage, même quand il perd, et quand même par rapport à... Et je suis content, en vrai, les 2 qu'il ait une combats chance contre pour le Fiziev, titre. Ouais, bah oui. Pareil, Gaethje, lui, il a fait son boulot. Il a eu une défaite et cuisante en plus. On lui a proposé un top, il a protégé sa place. C'est comme ça que ça fonctionne. Les classements, normalement, c'est comme ça que ça doit fonctionner dans le combat. Donc moi, il n'y a pas de souci, et je suis même content qu'il ait une chance pour le titre quelque part, Justin Gaethje, parce qu'il arrive à la fin, et c'est plutôt cool pour lui qu'il puisse essayer de boucler la boucle, comme ça, tu vois. C'est juste dommage qu'il y ait des combattants qui auraient dû avoir cette chance-là avant. Mais en plus, là, dans ces classements, donc il y a quand même 2 ceintures, la BMF et l'intérimaire des moins de 70 qui arrivent. Quand tu dis que si Benoît il fait un gros truc contre Hooker, son prochain combat, il peut prétendre à une des 2 ceintures. Parce que ça veut dire que là, il y a 2 mecs qui vont être un peu éliminés, tu vois. Les 2 qui vont perdre sur la BMF et sur l'intérimaire, ça y est, les mecs qui vont être un tout petit peu... Ils seront obligés de rebondir. Etc., ils vont être obligés de rebondir. Donc derrière, vu que Benoît il est 8, potentiellement... le prochain combat, parce que tu vois, on essayait de faire mais on se disait peut-être 2026 ça va être tôt, mais là en pensant à tout ça, en discutant avec toi, je me dis mais le prochain combat il peut avoir une ceinture. Moi je suis persuadé que Benoît il a le profil parfait de BMF 100 fois, ça c'est y a aucun problème là-dessus. C'est calqué sur lui. Et il la veut veut en en plus, côté, donc, la ceinture intérimaire en cas de grosse perf contre Hooker, il peut l'avoir aussi. Il la veut. Tu vois, c'est là où je dis que moi cette ceinture-là, elle m'intéresse pas spécialement. C'est mon avis perso. Vous en faites ce que vous voulez. Simplement, par contre, c'est un excellent levier pour BSD. Ça, pour le coup, comme cette ceinture, elle existe, mais il a totalement raison de la viser, lui, en fait. Parce que si tu vas récupérer ça, t'es haut dans le classement, t'es haut dans les cœurs des gens, et t'as un poids, t'as un argumentaire légitime pour dire hey, moi j'ai ça avec moi, venez la chercher. Donnez-moi un gros nom, donnez-moi de l'argent, et puis pourquoi pas, donnez-moi l'opportunité d'unifier les 2 ceintures. Parce que là, 8ème, Benoît, si jamais il bat Hooker qui est 6ème, et que 4 et 5, c'est Paddy Pimblett et Justin Gaethje. Il y en a un qui va redescendre. Donc là, en cas de grosse victoire, il passe top 5 quasiment quoi qu'il arrive. Et donc ça, il est top dans 5, top 6, il est dans toutes les discussions du monde. Top 5, top 6, les discussions. Ton prochain combat, ça peut être un combat pour la ceinture. C'est pour ça que tu dois rentrer dans ces classements-là. C'est parce que à n'importe quel moment, tu peux combattre pour le titre. C'est ce qui est arrivé à Renato Moicano. Moicano a combattu Makhachev, certes en short notice, mais on a été le chercher parce que tous les mecs d'avant ne pouvaient pas. Et donc ça veut dire qu'il a eu cette opportunité-là. Et il a eu cette opportunité comment ? En battant Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis se retrouve dans cette position-là aujourd'hui. Et d'ailleurs, les choses vont très vite. Donc j'espère que tout le monde ne l'oubliera pas en 2026. Rentrer dans 2026 en ayant la cool attitude de vous rappeler que les choses vont très vite. BSD, il y a 2 ans, il se fait taper par Renato Moicano. Il est loin derrière. Aujourd'hui, il est devant lui. BSD, il y a 1 an, il est... Voilà. Aujourd'hui, il est devant lui. Et encore, il combat au mois de mai contre Prepolek. C'est là que ça repart.
Ouais. Donc, ça veut dire Il y a un an. que déjà il y a 7 mois, il était Voilà, tu vois. et là Aujourd'hui, il est il est là et devant on se dit que son bureau parisien. son prochain combat, il C'est est énorme. challenger à une ceinture potentielle. Et il est mieux placé que Renato Moicano pour être un challenger aujourd'hui pour la ceinture. Allez, avant de parler de la technique, passage d'abord rapide par le parcours des deux personnalités, des deux combattants. Justin Gaethje d'abord. Tous les superlatifs qu'on peut utiliser souvent autour de l'UFC sont valables pour lui. Fans favorite, company man, action fighter. Ouais, et tout. Au final, il a tous les, Ouais. il coche toutes les cases, Justin Gaethje. Ah, c'est le combattant rêvé pour l'UFC, pour Dana White, pour les matchmakers. Tu lui proposes un nom, il te dit oui. Il fait du spectacle, il n'hésite pas. À son détriment, dans certains combats, il a fait le spectacle et du coup, il a perdu. C'est le combattant parfait. Ils peuvent que rêver, espérer en avoir un autre comme lui. Justin Gaethje, il a quand même mis un peu de temps à arriver à l'UFC. C'était en 2016. Il avait déjà 17 combats pro et 100% de victoire d'ailleurs. Et il le dit lui-même qu'il aura au moins 2 fights qu'il estime mériter aller au Hall of Fame de l'UFC. Celui qu'il a fait contre Michael Johnson pour ses débuts dans l'orga, ça en fait partie. Ouais. C'était un fight juste énormissime. Et fait rare. Il a 2 bonus pris en un seul combat sur ce fight. C'est arrivé 2 fois dans sa carrière d'ailleurs. Fight of the Night et Perf of the Night. Donc en fait, c'est les 2 fois de sa carrière. Il a 14 combats à l'UFC, 14 bonus. Il y a 2 fois où il n'a pas pris de bonus, c'est ces 2 défaites pour la ceinture. Et ça a été compensé. Ça a été compensé par 2 combats où il a fait 2. C'est fou. Et en plus, il y a l'UFC 300 où c'était 300 000. Donc on n'est pas sur $50,000 par perf, on est sur un peu plus. Il est quasiment à 1 million, là, il me semble. Donc ça doit être ça. Il doit se rapprocher du million. C'est pas le recordman absolu, mais en tout cas en pourcentage, ça fait, disons que ça fait 100% puisque 14 combats et 14 bonus. Mais en gros, rentrer dans ces conditions à l'époque comme il le fait contre Johnson, ça a été une sorte de passeport éternel pour Justin Gaethje. Ouais, clairement. Ah bah oui, non mais ça de toute façon, dès qu'il arrive, on le sait tous que ça va faire quelque chose. On se demande juste s'il va pouvoir être au plus haut niveau. Il a montré qu'il pouvait. Mais ouais, rien que son combat contre Michael Johnson, c'est bon. On l'a recommandé tout récemment avec Thomas Desson pour Fighter Club Legends. Il est disponible sur l'appli si vous voulez regarder. Mais moi, je me rappelais pas à quel point le combat il était aussi bon. Il est vraiment super bon. En plus, il s'arrête à quel round il s'arrête au troisième. Troisième. Donc ça va même pas jusqu'au bout, mais ils ont le temps de s'envoyer une guerre. Mais ils s'envoient, c'est n'importe quoi. Michael Johnson, il passe à 2 doigts de le mettre KO. Justin revient derrière. Et même avant de le mettre KO, il se fait toucher durement, Justin. C'est juste, il passe en mode zombie. Et voilà. Est-ce que pour toi, c'est le combat qui représente le plus l'ADN de Justin Gaethje ? Je pense que celui-ci. Et la fin, et en fait les 10 secondes de max. Ouais, non, celui-ci se fait vraiment dominer. Celui-ci ou le premier contre Poirier. Juste les 10 secondes de max. Ça représente. Ça, c'est vraiment Justin Gaethje, quoi. T'as perdu, t'as le nez pété, t'étais en galère. Et le mec, il te pointe le sol. Lui, dans sa tête, c'est que. Ah, il y a peut-être moyen, là. Il y va. En mode Charo. Et il se fait éteindre. Et tu vois, il a pas pensé que derrière, il pourrait se retrouver dans un highlight éternel de l'UFC, tu vois, parce que ça va être le cas, malheureusement pour lui. Ouais, malheureusement pour lui dans ces conditions-là. Et c'est vrai qu'après Michael Johnson, en fait, il a affronté que des stars. Le seul qui n'est pas une star et qu'il a affronté depuis Michael Johnson, c'est James Vick. Voilà, c'est le seul nom qui est en dessous, et encore il est connu de ceux qui suivent l'UFC depuis longtemps, mais sinon c'est que des noms, que des combats, c'est que des cadors. C'est-à-dire que tu vois, tu disais tout à l'heure en boxe tu peux t'éviter machin, alors en MMA tu peux moins le faire, et quand t'es Justin Gaethje t'as jamais évité personne. Mais il a jamais évité personne, et quand tu regardes sa carrière, c'est une meilleure carrière que plein de champions des poids légers de l'UFC. McGregor, il a une carrière légendaire parce qu'il a récupéré 2 ceintures et qu'il a battu des gros noms en feather, Chad Mendes et José Aldo, et en lightweight, il a battu Eddie Alvarez, mais ça s'arrête là. Alors qu'en termes de consistance, Justin Gaethje, il a affronté tous les gros noms disponibles de son époque. Il peut pas, lui, il peut pas te dire ce mec-là, j'ai pas pu le faire, tu vois. On n'a pas eu le Khabib contre Ferguson. Gaethje, il a pris tout le monde, gagné, perdu. Lui, il pourra s'asseoir à côté de sa cheminée en disant moi, en tout cas. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Maintenant, il joue au golf en plus aussi, Justin Gaethje, donc voilà, il peut y repenser tranquille quand il est dans sa petite voiturette de golf et se dire j'ai tapé des mecs quand même pas trop mal. La cicatrice de sa carrière, c'est de toute façon pour l'instant, et c'est encore perfectionnable parce que il va avoir une chance pour la ceinture intérimaire qui pourrait le mener vers un titre incontesté, mais c'est justement de jamais l'avoir eu, ce titre incontesté. Est-ce que ces moments-là où finalement il n'y arrive pas contre Khabib puis contre Oliveira, à l'entame des combats, quand ça, est-ce que tu dis c'est pour Gaethje cette fois-ci? Est-ce que tu te souviens du sentiment que tu avais en le voyant rentrer dans cette cage, tu vois, face à un Khabib ou un Oliveira, tu te dis putain, Gaethje va peut-être pouvoir le faire cette fois-ci?
Alors, contre Habib, je pensais pas qu'il pouvait le faire. Ouais. Pour moi, c'était trop compliqué. Il était vraiment trop fort, ce combattant. Est-ce Par contre, que contre Oliveira, je pensais qu'il gagnerait. ouais, tu Ouais. croyais? Ouais, je pensais qu'il gagnerait. J'étais pour Charles, je fais pas en toute Mhm. franchise, mais je pensais que Gedji gagnerait. Est-ce que lui-même, mentalement, il n'était pas perdu un peu, Si, c'est ça. il était pas parti un peu Ouais. perdant contre Khabib? Moi, c'est difficile à dire, mais j'ai l'impression, oui. Quand tu regardes l'entame de combat où il essaye d'avoir de l'impact, mais très rapidement, il se retrouve à faire 45 tours de l'octogone parce que Khabib met une pression monstrueuse et tu Mhm. vois bien que Gedji, il n'a pas spécialement envie de rester en face parce qu'il sait que ça va être trop compliqué. Et on parle d'un lutteur, hein. Toute la preview du combat, c'était de dire que peut-être que Gedji pourrait stopper les takedowns parce que c'est un excellent lutteur. On s'est bien rendu compte que pas du tout en fin de compte. Mm. Donc ouais, je pense que mentalement, ça a dû être difficile pour lui. Ces deux cicatrices donc dans la carrière de Justin Gaethje, une carrière qui est quand même hallucinante, pour le coup, vraiment hallucinante, que ce Ouais. soit dans les victoires ou dans les défaites. Dans le film Privilège, qui est disponible sur YouTube RMC Sport Combat, tu dis, Baba, que la BMF contre Poirier en juillet 2023, c'était aussi la validation d'un nouveau Gaethje. Ouais. Alors, on a vu un nouveau Gaethje arriver, mais peu de temps derrière, il s'est fait sécher par Max Holloway. Il a mis un an à revenir quand même de cette défaite contre Max Holloway. Ouais. On en est où aujourd'hui? Est-ce qu'on a encore un nouveau Gaethje ou est-ce qu'on a un Gaethje qui a été abîmé par cette défaite? Non, je pense qu'il a montré en revenant contre Fiziev qu'il était toujours fort et qu'il était plus fort que certains combattants de la KT. Maintenant, c'est vrai que cette défaite, elle a pu laisser des traces. Moi, je pense que son style, il a pu avoir une évolution, mais je pense pas qu'il y aura une autre évolution. Je pense pas qu'il en ait besoin. Franchement, contre Holloway, il est juste tombé contre un Holloway, enfin voilà quoi, qui est exceptionnel, qui avait la bonne approche du combat, qui a bien utilisé ses armes, parce que Holloway aussi avait évolué pour ce combat-là justement. Il avait été très différent et il avait bien mené sa barque. Donc non, je pense que Gaethje, il arrive en fin de carrière, mais ça reste un combattant d'élite de cette catégorie-là, qui sur le papier est meilleur que Paddy Pimblett. Moi, il faut lui donner son respect à Justin Gaethje en fait là, tu vois. C'est pas Pimblett qui a tabassé un Chandler complètement rincé qui va me faire penser le contraire. Pimblett, il va devoir montrer dans la cage qu'il est meilleur que Gaethje aujourd'hui. Je le pense pas pour l'instant. Faut qu'il le montre dans la cage. Évidemment, on va prendre quelques instants pour parler de la technique. Juste Ouais. après, on va parler de Paddy Pimblett, mais c'est vrai que techniquement, là, ça va être un duel. De toute façon, voilà, on va s'attendre à ce que Justin Gaethje soit debout. Ouais. Paddy Pimblett, lui, il va essayer de venir coller dès le début, certainement, et puis il verra ce qu'il peut faire. Mais voilà, on va voir si son bagage de lutte universitaire à Justin Gaethje peut lui suffire à rester debout. Là où, en plus, Paddy Pimblett n'est pas un as des amenés au sol, finalement, parce qu'il a pas un taux de réussite qui est dingue là-dedans. Ouais, voilà, c'est pas un lutteur de fou, mais c'est un Ouais. excellent grappleur. Ouais. Maintenant, Justin, moi, ça fait longtemps que je parle plus de sa lutte parce qu'il a jamais voulu montrer une minute de lutte. Pour moi, c'est pas un lutteur. 20 KO, une soumission en carrière. Ouais, Voilà, voilà. Pour moi, c'est pas un lutteur. Je suis sûr que son ça nombre de résume pas mal takedowns, de il est trucs. dérisoire parce que ça l'intéresse pas. Donc pour moi, c'est un striker, c'est pas un lutteur. Paddy Pimblett, 31 ans, mais presque autant de combats que Gaethje sur le papier, alors Gaethje, il a 6 ans de plus que Paddy Pimblett. Et Ouais. pourtant, ils ont un record qui est assez similaire en termes de nombre de combats. Une carrière construite en majorité au Cage Warriors, où il est devenu champion. Il arrive à l'UFC en 2021, où il commence très fort. Il est encore invaincu dans l'orga en 7 combats. Sur ses 3 premières victoires, il prend quand même des bonus à chaque fois. Et j'essaie de me souvenir en fait ce qu'on se disait à l'époque où il a débarqué Paddy Pimblett, parce que de toute façon il évoque forcément un sentiment chez les gens, ça aussi, mais tu le dis aussi dans le film avec sa coupe de Beatles machin, tu te dis mais c'est Ouais. qui ce gars, c'est qui ce phénomène, et il a quand même délivré dans la cage. Ouais. Il a quand même répondu à certaines attentes que les fans avaient sur lui, mais dans mes souvenirs je crois que l'UFC l'a pas monté trop tout de suite. C'est pas tout de suite. Hein. Je peux me tromper et vous en Je jugerez. suis qui d'accord nous avec toi, je écoutez, crois que ça a mais, mis un peu de temps, ouais. je pense que c'est sur une des cartes anglaises avec Molly McCann où ça commence à prendre de la Ouais, traction c'est ça. vraiment, où on C'est commence à comprendre qu'il arrive à captiver le public. Et puis c'est Yacine Zaouini qui nous expliquait que ses entrées aux States aussi, elles arrivaient à beaucoup plaire, Ouais, tu sais, là, sa exactement. musique Ouais. et tout. Donc je crois que ça vient à ce moment-là et que l'UFC se rende compte en fait qu'ils ont une star entre les mains. Et une fois qu'ils s'en sont rendus compte, par contre, ils ont fait le boulot. Et lui, il a fait le boulot dans la cage, en dehors du combat contre Jared Gordon. Moi, j'estime qu'il a pas gagné. Maintenant, je vous invite à revoir ce combat-là. Il a fait le boulot. Il a fait son boulot pour se retrouver dans cette position-là. Par rapport aux opportunités qu'on lui a données. C'est pas Paddy Pimblett qui est responsable du matchmaking. Lui, on lui met les mecs en face et il gagne. Et donc, il a gagné, s'est retrouvé dans cette position-là.
Et ça a quand même mis du temps, parce que c'est ça en fait. On le voit aussi parce que les noms qu'il a au début, Vendramini, Vargas, Levitt et Gordon, c'est pas des noms. Non, ouais. C'est-à-dire que si le mec pète vraiment à ce point-là médiatiquement, au bout du 3e combat, ils peuvent déjà lui sortir un vétéran sur la bien fin sûr. qui est, tu vois, donc Tu vois que c'est pas le plan de départ en fait. Ouais, voilà, ils ont quand même attendu un peu. En tout cas, c'est un vrai personnage qui s'est aussi fait connaître pour ses prises de poids dingues entre les combats. Ça, c'est un vrai objet marketing aussi de parler de ça. Et c'est ce qui rend ces cuttings encore plus compliqués. Il y a une image dingue qui est dans le film aussi, où tu le vois au cage qui vomit pendant une interview de fin de combat dans la cage. Il essaye de faire une phrase et là il vomit, donc son corps il est complètement déstabilisé par ses... galette dans la cage. Ah ouais, l'image, franchement l'image elle est folle. C'est dur. Tu le vois. Tu le vois comment tu le vois comme un objet marketing, Paddy Pimblett, ou est-ce que c'est un mec authentique qui finalement tout ce qu'il fait, c'est vraiment il parle avec le cœur et c'est réel. Tu le vois comment? Non, moi j'ai l'impression que c'est un mec assez authentique. J'ai l'impression qu'il est comme il est. Je pense qu'il s'exprime comme il s'exprime dans la vie. Il change pas spécialement son comportement. Je crois pas qu'il joue comme certains ont pu le faire, ou qu'il soit sur du faux trash talk ou des choses comme ça. Est-ce qu'il va peut-être exacerber un petit peu son comportement pour les caméras? Probablement. Peut-être, ouais. Mais je pense pas qu'il se soit très éloigné de ce qu'il est en réalité, non. Moi, je le vois comme toi. Je le vois comme un gars assez authentique. Et d'ailleurs, on l'avait vu quand Molly McCann, tout ça. Enfin, tu vois, justement, il y avait une sorte de truc réel qui se dégageait de ses relations et de ce qu'il faisait. Et ça faisait pas trop feinter juste pour plaire au public. Dans cette caté des moins de 70 kilos, il y a quand même eu ces dernières années des gars qui ont eu des shots sans sortir de victoire dingue. J'ai relevé Kevin Lee, qui avait battu Chiesa et Trinaldo. C'était ses 2 dernières victoires. Alia Quinta aussi, après des succès sur Sanchez et Masvidal. Michael Chandler, après un seul combat UFC, sa victoire contre Dan Hooker. Tu le places où le parcours de Paddy Pimblett, du coup, en ajoutant les victoires qu'il a eues depuis, donc contre quand même des gros noms, Chandler, Green, Ferguson. Tu vois, le parcours de Paddy Pimblett sur des mecs où on se dit, il a ce truc, c'est pas forcément mérité, mais quand tu entends et que tu constates le parcours des mecs qui l'ont eu aussi avant lui, où est-ce que tu le places? C'est pas une question simple. Maintenant, sur ceux que tu as cités, il y avait des circonstances. Enfin, voilà, il y a Quinta, c'était juste ridicule parce que déjà, le Masvidal, il le bat pas normalement. Et on lui donne la décision. Puis derrière, c'est rocambolesque parce que Khabib doit affronter Ferguson. Ferguson se blesse. On appelle Holloway. Holloway, on décide qu'il peut pas combattre. Il restait plus que Ali Quinta qui était là, qui a rien demandé à personne et qui fait un 5 rounds en 24 heures. Non, c'est pas le pire. Je peux pas te dire que c'est le pire Pimblett dans cette situation-là. Il y en a eu d'autres dans d'autres KT aussi où c'était un peu ridicule qu'ils aient le title shot ou la ceinture intérim. Voilà, c'est pas le pire. Et vraiment, j'ai pas envie de lui jeter la pierre, encore une fois. Je veux pas qu'on croie que mon propos, c'est de dire que c'est pas un mec méritant. Non, mais pour rebondir sur ce que tu dis, est-ce que lui aussi, les autres, c'était des concours de circonstances? Moi, je le vois aussi plus comme un concours de circonstances que comme un Dana White privilege, tu vois, pour Paddy. Ah, ok, ouais. Enfin, tu vois, c'est lié parce que justement, on disait qu'il soit passé de 9 à 5 avec des mecs qui ont perdu et qui sont du coup passés derrière, qui étaient rétrogradés un petit peu automatiquement. Tu vois, c'est de la circonstance qui a fait qu'il s'est retrouvé dans un top 5 qui était assez stacked, on va dire, et que lui, finalement, allez, avec forcément un alliage du fait qu'il soit marketingement oui, mais ça va être à son crédit, t'as raison. Ça joue. Il y a les circonstances que tu expliques, et c'est vrai. Après, pareil, on peut pas lui reprocher lui aussi d'être un personnage, d'avoir mis ça en avant, d'avoir fait ce qu'il faut. En fait, il faut jouer le jeu. Ah ouais, c'est clair. Il faut jouer le jeu pour pouvoir avoir ces opportunités-là. Et lui, il l'a fait et ça à mettre à son crédit. Bravo à lui, en fait. Et tant pis pour ceux qui ont moins bien joué le jeu, entre guillemets. C'est comme ça. Je répète à longueur de journée. Le jeu, il est truqué de toute façon. Mais si tu joues pas, tu perds pas. Si tu joues, tu peux gagner gros. Et lui, il joue bien. Il joue bien, il gagne gros. Très bien. Il joue très bien. Et en tout cas, pour l'instant, ça lui réussit. Avant d'aller sur la technique, parce qu'on va pas avoir beaucoup de temps, juste est-ce que tu es d'accord avec Cormier qui a dit « Je n'ai pas vu quelque chose chez Pimblett qui pourrait l'empêcher de devenir champion du monde ». Donc faut le prendre aussi dans le sens de la manière dont il le tourne. Mais en gros, plutôt que de dire non, j'ai rien vu qui me dirait que oui, il sera champion du monde, mais on n'a rien vu non plus qui nous laisse, qui nous pousse à dire c'est sûr qu'il sera jamais champion du monde. Exactement, je suis d'accord avec Daniel quand il dit ça, je suis d'accord avec lui. Ça va dans les deux sens. J'ai pas vu un talent générationnel, j'ai pas vu un mec où dès que je l'ai vu, je me suis dit lui sera champion. Par contre, il a une progression telle, à la fois technique, tactique, sur tous les aspects du game, je peux pas te dire il sera jamais champion ce mec. Non, je pense que c'est un très bon combattant, encore une fois. Et il est à 2 combats maintenant d'être champion
undisputed à l'UFC. Allez, focus rapide sur l'opposition technique avec Justin Gaethje, lutteur universitaire, mais dans la cage, c'est avant tout un énorme striker. 20 KO TKO sur ses 26 victoires pro et ce style hyper offensif qui t'a à prendre des coups, c'est aussi ça son problème. Contre Paddy Pimblett, le match-up s'annonce hyper intéressant. Baba, l'anglais, c'est un grappleur, ceinture noire de JJB, mais adapté au MMA superbement bien. Basiquement, on peut se dire que Gaethje va faire en sorte de tenir Pimblett à distance pour qu'il ne vienne pas au clinch, parce que de toute façon, on sait que Pimblett, il va travailler dans ce sens-là. Ouais, vraiment, je pense qu'il va essayer de l'attraper, il va essayer de le soumettre parce que c'est un gros défaut de Gaethje, hein, c'est une faiblesse chez lui. Maintenant, Pimblett, il progresse aussi suffisamment debout pour avoir maintenant un striking qui lui permet de se rapprocher de ses adversaires, de travailler de très près. Il a des bons genoux maintenant, il travaille bien avec ses directs aussi. Il frappe fort, ça se voit qu'il frappe fort. Et puis surtout, c'est un mec, il fait 90 kilos 6 jours avant, quoi. Donc je pense qu'il a beaucoup de force. Et ça, ça peut être compliqué à gérer pour Gaethje. Ouais. Il y a eu un striking qui s'est quand même légèrement amélioré au fil des combats pour Paddy Pimblett. Il frappe quand même fort, peut-être que ça manque un peu de technique encore et que face à un striker d'élite comme Justin Gaethje, ça suffira pas. Gaethje, il va réussir à le maintenir à distance, tu crois? Et ça va être quoi ses meilleurs moyens pour le maintenir à distance? Bah, la question, c'est est-ce que Justin, il voudra? Tu vois, est-ce qu'il voudra utiliser ses pieds? Est-ce qu'il voudra se déplacer un petit peu, frapper et sortir, comme il a très bien pu le faire contre d'autres combattants, penser à défendre à chaque fois qu'il frappe, comme il a pu le faire aussi. Il est tout à fait capable de le faire. Maintenant, je pense que Justin, quoi qu'il arrive, il laisse des ouvertures. Et Pimblett, il frappe suffisamment fort pour pouvoir exploiter ces 1, 2, 3 fois ces ouvertures-là. Donc, Justin, s'il est discipliné, il pourra le faire. C'est sa dernière chance pour un run pour la ceinture. J'imagine qu'ils ont bien préparé avec Trevor Whitman en disant fais pas le con, quoi. Fais pas le con, travaille correctement et tu peux gagner. Ce qui va être dangereux, en fait, de toute façon, c'est s'il se retrouve au sol. Donc, si Pimblett arrive à trouver en striking une grosse ouverture, que Gaethje déstabilisé est au sol, là, il sera en très mauvaise position parce que Pimblett, on l'a vu soit en ground and pound, soit travailler au sol. Il est efficace des deux côtés. Donc, à partir de ce moment-là, il sait qu'il aura l'ouverture, il va pas le lâcher. C'est ça. Et puis en plus, Gaethje, quand il a été soumis, à chaque fois, ça a été il s'est retrouvé au sol consécutivement à des frappes. Tu vois, Khabib, il est parti le chercher sur le double leg, mais il lui faisait tellement la misère debout avec sa pression que c'est devenu insupportable pour Gaethje, en fait. Et c'est sur des frappes qu'il est tombé de l'autre côté. Donc je pense qu'il faudra faire attention d'abord debout contre Pimblett avant de penser aussi à faire au sol. Si ça se passe bien pour lui pour debout, il n'aura pas besoin d'aller au sol. Parce que je le disais tout à l'heure, mais les takedowns, c'est pas le domaine dans lequel Paddy Pimblett est meilleur. C'est ça. Donc face à Gaethje, peut-être que ce sera ça. D'abord, essayer de jouer son jeu en striking, trouver une ouverture pour essayer de l'emmener au sol dans ce sens-là. Mais les takedowns, tu le vois, non, c'est plutôt d'abord travailler à distance et jouer le jeu de Gaethje. Ouais, moi je pense qu'il voudra avancer. Je pense qu'il voudra avancer sur Gaethje, essayer de le mettre contre la cage et depuis le clinch, essayer de l'envoyer au sol. C'est pas un mec qui va shooter des double legs dans l'open, tu vois, au milieu de la cage. C'est pas son game à Pimblett, sauf s'il le fait parce qu'il a travaillé ce game plan là, tu vois. Moi je pense qu'il va mettre la pression beaucoup. Il va essayer d'avancer sur Gaethje le plus possible. Mettre la pression, attraper en clinch et s'il peut ensuite travailler de là, soit sur ses coups de genoux qui sont très bons encore une fois, soit arriver à le balayer, l'emmener au sol et travailler. Je crois contre Fiziev, il s'est retrouvé au sol, Gaethje, c'est arrivé, il a été peut-être qu'il était moins mis en danger à ces moments-là parce que Fiziev allait vouloir peut-être maintenir aussi le combat debout. Est-ce que il va avoir du mal à se réadapter à ça parce que finalement quand il s'est retrouvé au sol les dernières fois, ça lui a pas forcément porté réussite à Justin Gaethje. Donc est-ce qu'il aura, tu crois, une adaptation qui sera un peu différente? Attention parce qu'il peut avoir tendance à donner son dos pour essayer de se relever. En fait, c'est ce qu'expliquait Antoine et Taylor dans la carte, mais c'est vrai que il va avoir tendance tout de suite à vouloir se retourner pour se relever. Sauf que du coup, s'il essaye de se retourner pour se relever, égale donner son dos. Il se fera étrangler. Pimblett, c'est vraiment un grappleur d'élite. Si jamais il fait cette erreur-là, il se fera étrangler dans l'instant. Comme c'est arrivé les autres fois. Est-ce que c'est pas un instinct un peu naturel qu'il a de faire ça? Ouais, clairement, c'est là où tu vois que c'est un vrai lutteur. Tu vois. Sur les scrambles, il veut tout de suite se retourner, il veut tout de suite faire quelque chose, proposer du mouvement, mais il faut rester calme. Il faut rester calme parce que tu vas te faire étrangler et tu as vu que tu t'étais fait étrangler, en fait. C'est déjà arrivé. Tu vois, tu as les exemples. Donc cette fois-ci, il faudra rester calme si ça arrive. Est-ce qu'il s'est calmé sur le côté je vais à la guerre quoi qu'il arrive? Gaethje. Ouais, moi je pense qu'il s'était déjà calmé avant ça et le combat contre Holloway, ça l'a complètement calmé.
Donc genre, si la situation se produit de la même manière, un mec qui vient lui pointer le centre de la... Tu crois qu'il dit calme, tranquille. Ouais, je sais pas s'il refusera. C'est ça. Le mec, il est l'instinct un peu fou, primaire tu vois. du gars. Mais bon, je pense que sur son game plan, en tout cas, il sera beaucoup plus responsable. Il fera plus attention. Il y a des points techniques sur lesquels tu veux aussi revenir, peut-être qui pourraient être pour toi déterminants, peut-être certains auxquels on peut s'attendre, d'autres qui seront un peu plus surprenants. Moi, je pense que les low kicks de Gedji, je pense que c'est une arme Calf. Qui travaille sur la cuisse ou sur le mollet. En tout cas, c'est un mec qui a toujours envoyé beaucoup de low kicks. Il a un droitier face à lui qui aura la jambe avant, qui sera lourd sur sa jambe avant. C'est une arme qui peut très très bien fonctionner pour lui contre Paddy Pimblett. Donc je sais pas si c'est dans son game plan, mais en tout cas, ça peut changer beaucoup de choses, surtout dans la première reprise. Et puis après, on va voir comment il compte travailler. Mais moi, je pense que de son point de vue à lui, c'est ce que tu disais. Il faudra le garder à distance, travailler avec ses low kicks, avec son anglaise, et surtout penser à bien défendre. Ouais, c'est ça. Et simplement, pour ce qui est des kicks, est-ce qu'il y a un côté aussi très mental là-dedans? C'est-à-dire que si avec ses kicks tout de suite, il montre qu'il peut garder cette distance, tout de suite, Paddy va peut-être se dire si je me rapproche, c'est dangereux. Ouais, c'est possible, c'est possible. Mais en même temps, Paddy Pimblett, c'est aussi un combattant actif qui a pas trop peur d'avancer. Et le cas échéant, je suis sûr que lui aussi, il adaptera et il essaiera de coller encore plus parce que c'est deux guerriers en fin de compte face à face. Ouais, c'est ça, c'est deux guerriers, deux mecs hyper spectaculaires. C'est un combat techniquement que tu as envie de voir. Ouais. Cette opposition un peu basique entre le grappleur et le striker, c'est ce que t'aimes. C'est ce que j'aime du MMA moi. Donc je suis content quand même, malgré tout ça, malgré le contexte, j'aime le combat et je suis content de le voir. Tu veux donner un prono ou pas? Ouais, je pense que Gedji sera un champion. Gedji, ouais. Moi j'y suis aussi, ouais. Moi j'y suis aussi et j'ai même pronostiqué en me disant que ça pouvait aller très vite. Je pense qu'il peut le mettre. Donc je pense que premier round, je le vois bien pouvoir terminer dès la première reprise. Je pense pas que ça aille au bout. Ouais. Je pense pas qu'on aille au bout des 5 reprises. Et je vois bien Gedji l'emporter. Et s'il fallait parier, s'il fallait pronostiquer quelque chose, je dirais même assez rapidement. Ok. Moi je vois peut-être 3e, 4e, mais je vois Gedji. Ah, quand même, tu le laisses s'installer. Au niveau du cardio, est-ce que, juste dernier mot, est-ce qu'il y en a un qui pourra tirer son épingle du jeu? Si justement on est dans les 4e, 5e rounds, lequel est-ce que tu penses qui va le plus pêcher niveau cardio? Je pense que ce serait Pimblett. Pimblett, ouais, je crois aussi. Ouais. Sauf si cette fois-ci, c'est mieux préparé. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a des combats où tu voyais que même s'il a connu des 5 rounds dans sa vie aussi au cage, il y a certains moments où tu sens que oui, il peut pêcher avec le cardio et puis surtout avec ce cutting de l'extrême là. Ouais. C'est physiologique à un moment. Ouais. Si ça pêche pas, c'est qu'il y a un problème. Baba, merci beaucoup. Merci à toi, Charles. Merci pour très très beau preview. Très plaisir. Ça m'a fait vraiment plaisir de retrouver le Fighter Club. Ouais, c'est vrai qu'on a fait une petite pause. On s'était accordé. On s'était dit on pourrait faire des épisodes, mais il n'y avait pas forcément l'actu qui s'y prêtait. Et, on avait terminé sur aussi des invités sympas fin 2025. Donc ça a été un vrai plaisir de te retrouver. Évidemment, on va continuer sur ce rythme qu'on connaît dans le RMC Fighter Club. On va revenir fort. On va essayer de vous proposer toujours en plus d'invités et de contenu. Merci Baba. Merci à toi, Charles. On se retrouve bien sûr pour aussi le débrief de cet événement et à très très vite pour le RMC Fighter Club. Merci à toutes celles et ceux qui travaillent sur ce podcast et merci à vous qui nous écoutez. À très vite. Ciao. RMC Fighters Club.